Bonsoir. Je m'appelle Gilles Debune, je vais vous parler, pas de test, je suis un tout petit peu à la fin, je vais vous parler d'état. Juste, je voulais commencer comme ça en disant que d'abord je m'excuse, je suis enrhumé. J'ai passé les 3 derniers jours dans mon lit, ce qui explique que, enfin, c'est pour ça que je suis enrhumé aussi. Ça veut dire que mes diapos, je les ai finis hier soir dans un état que vous allez découvrir. Et que je les ai pas répétés et que donc je sais que je suis votre obstacle entre maintenant et les pizzas et donc je vais faire en sorte de garder les 40 minutes, j'espère y arriver. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout. Ouais, je crois qu'on peut commencer. Ça c'est bien, mais c'est ma fin ça. Ah, spoiler, hein. Voilà, c'était bien? On va le faire à l'endroit. Mais sinon, c'est ça. Donc, c'est une présentation que j'ai en tête depuis plusieurs mois. Et donc, depuis plusieurs mois, quand je vois des bugs, je fais des photos. Et donc, ça, c'est une photo que j'ai prise cet été. Il y a un indice, il fait 25 degrés dehors, dans ma voiture, en conduisant tranquillement. Et là, il y a un bug. Et donc, j'ai fait la photo. Le principe, c'est quoi? C'est je suis sur l'autoroute, c'est un autre indice. Enfin, j'espère que je suis sur l'autoroute. Non, 93, c'est la vitesse moyenne, je suis à 130. Ça va, tout va bien. Donc le problème, c'est quoi? C'est que je suis dans ma voiture tranquillement, les filles dorment à l'arrière, tout va bien, et moi, je veux mettre le régulateur de vitesse. Donc, il y a un petit bouton à côté du volant, d'accord? Régulateur de vitesse, et ça marche pas. Le régulateur de vitesse, c'est ce truc-là là-haut. Quand il y a ce petit logo vert avec l'aiguille, là, ça veut dire qu'effectivement, le régulateur de vitesse est prêt. C'est-à-dire que j'appuie sur le premier bouton qui dit « Si jamais je t'appelle, sois prêt à démarrer ». Et quand j'appuie sur le truc, il ne se passe rien et il ne passe pas en mode régulation de vitesse. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là quand on est informaticien? Ben non, c'est facile. On prend la console. Donc, vous prenez la console de la voiture et vous voyez que le code, c'est ça. Quand j'appuie sur le bouton régulateur de vitesse, là, le code, ça ressemble à ça. Ça dit, si je suis en mode D, D comme drive, ça veut dire j'avance. Donc, c'est pas idiot. Ça marche pas si je suis en marche arrière, par exemple. Si je suis en mode drive, alors, je dis que je suis en cruise control, très bien. Je dis que la vitesse que je veux, c'est la vitesse courante. Et j'appelle mon indicateur en haut pour dire, bah, au fait, c'est en mode régulateur de vitesse pour afficher le petit truc en haut, là, qui veut pas s'afficher. Donc, quand je vois ce code-là, il a l'air très bien, d'accord, mais pourquoi ça ne marche pas? Et la réponse, en fait, c'est ce test avec drive mode égale D, D comme drive encore une fois, parce que si vous regardez la photo d'avant, en bas à gauche, là, vous avez le truc qui vous dit que je suis avec le frein à main. B comme brake, d'accord? Donc neutre, marche arrière, marche avant, et là, je suis avec le frein à main, à 130 sur l'autoroute. Voilà, et c'est ça le bug. Et donc le bug c'est ça, je peux pas marcher parce que c'est le test, forcément le if il passe pas, on a bien vu que ça marchait pas. Et donc c'est véridique tout ça, hein. J'invente pas de truc, la console peut-être pas, mais le reste est véridique. Donc ça c'est vraiment ce qui s'est passé sur l'autoroute. Et du coup, vous allez corriger ça, et donc vous allez forcer de passer en mode marche avant, parce que faut pas... Hein, et donc ça se fait avec ce petit levier là qui est sur le côté. Qui ressemble, c'est bien fait au niveau interface, d'accord, ça ressemble à ce qui est affiché de l'autre côté. Et là, ce que je m'apprête à faire, en me disant les gens de chez Toyota sont pas totalement débiles, quand je vais faire le mouvement gauche-bas, ça, il va passer au point mort, puis en mode drive, ça va pas lui faire mal, et à 130 à l'heure, tout va bien se passer, ma famille va arriver à la maison. Je l'ai fait. Et ça marche. D'accord? Je suis passé, mon indicateur est affiché en haut et je suis effectivement en mode drive. C'est pas totalement fou parce que on se dit que les gens qui ont fait des voitures, ils se sont quand même... mais bon, c'est ça, hein, et c'était un vrai bug. Au passage, est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi pour aller en marche avant, je vais vers l'arrière, et pourquoi aller en marche arrière, je vais vers l'avant? C'est le cas sur toutes les voitures automatiques. D'accord? Le gars qui a inventé ça au tout début, il s'est dit « Ouais, je vais le mettre en bas, je sais pas. » Le fait est que j'ai corrigé mon bug. C'était un bug d'état. Ma voiture était dans le mauvais état, elle croyait qu'elle avait le frein à main. Okay, et j'ai corrigé ça en poussant, en faisant un petit truc là qui a fait que j'ai remis l'état qui va bien et du coup j'ai corrigé mon bug. Vous voyez ça avec, j'ai mon imprimante qui ne marche pas, ça y est, ça remarche. On fait ça tout le temps. D'accord?
ça ressemble à ça. D'accord? Si vous avez un problème, la première chose qu'on vous dit au support, c'est est-ce que vous avez essayé de redémarrer, de recharger la page? Il y a des choses qui arrivent. D'accord? Et ça, c'est symptomatique d'un problème profond de l'informatique, qui est la gestion de l'état. Une application, c'est un état de départ dans lequel on s'amuse pendant des jours, des heures, des minutes, ça dépend de la fiabilité de votre application, à balancer des événements qui font évoluer l'état. Et manque de bol, il y a un moment, un état qui arrive incorrect. Et du coup, la solution la plus simple pour revenir dans un état correct, le seul qu'on sache, c'est rebooter, parce que là, on repart à l'état initial. On en est là en informatique. Et c'est assez triste. Et c'est ça qui fait que l'informatique, nous, les informaticiens, on a cette réputation de faiseurs de bugs, et que ça marche jamais, et que ça coûte cher, et que c'est pas terrible. Donc, chez les bisounours, ça c'est un bug, c'est mignon, c'est gentil, on dit « Ah oui, bah, je vais le corriger, vas-y, fais une issue, etc. » Dans la vraie vie, c'est ça un bug. C'est dégueulasse. Moi, je pense vraiment qu'un bug, c'est dégueulasse. Un bug, c'est dégueulasse parce que c'est ça qui fait que vous êtes dans la catégorie de coût dans une entreprise. D'accord? L'informatique, c'est pas un truc qui va fabriquer de la valeur. C'est un truc qui coûte des sous. Parce que ces abrutis sont pas capables de... Alors, on n'est pas capable d'eux parce qu'il y a des gens avec des clients qui sont pas capables d'eux. On n'est pas capable d'eux parce que ça évolue beaucoup. On n'est pas capable d'eux parce qu'il y en a qui sont mauvais, ok. Mais on n'est aussi pas capable d'eux parce que, à mon avis, c'est ça aussi un bug. Allez, je vous fais mal. Ça ressemble à ça, un vrai bug. Et pour vous, ça va mieux. Mais quand même, mon message de fond, c'est que il y a une partie de ces erreurs-là qui sont de notre fait. Les outils qu'on utilise, la façon qu'on a de coder, c'est un peu prétentieux, hein, mais j'essaie de pousser vers ça, et puis vous en prendrez ce que vous voudrez. La façon qu'on a de coder, nos pratiques font qu'on tolère et on a des façons de fabriquer des bugs, alors qu'il y aurait des moyens de travailler différemment, qui coûtent un peu plus cher peut-être, qui sont un peu différentes peut-être, mais qui permettraient de les éviter, ce qui, à mon avis, a une grande importance parce que le grand public, il est habitué maintenant à des téléphones, et sur le téléphone, le bug, il est... votre appli, elle est virée. D'accord? On était dans du legacy avec des gros systèmes où on vous donne un logiciel et puis débrouillez-vous, vous n'avez pas le droit d'en changer, de toute façon c'est le SI qui a choisi quelque part. Et les utilisateurs sont captifs. Sur un téléphone, les utilisateurs sont plus captifs. C'est l'application qui est captive, d'accord? Vous êtes à un clic de vous faire dégager. Et ça, quand les utilisateurs vont vraiment le comprendre, et quand les nouveaux utilisateurs vont arriver en disant « mais ça marche pas, je ne veux pas travailler avec ça », ça va donner encore plus de poids et de coût au bug. Du coup, cette présentation, je l'ai appelée pompeusement « Gestion de l'état ». C'est pompeux, et j'en suis tout à fait conscient. C'est juste que comme je vais parler de plusieurs choses, c'était le seul mot qui permettrait d'englober un peu tout ça. En 2 mots. Oh, c'est joli ça. Waouh, c'était pas du tout prévu. Donc je m'appelle Gilles Debune, ça j'ai déjà dit. J'ai fait une carrière un peu particulière parce que j'ai commencé par être chercheur au CNRS. Après, je suis allé dans l'industrie, j'en suis jamais revenu. Donc j'ai abandonné mon poste au CNRS, j'ai été travailler chez Google en Californie, chez Android. Et en fait, ce que je fais en fait depuis 20 ans, ou plus, c'est je travaille sur les interfaces utilisateurs. Donc tous mes travaux travaillent autour de l'interface utilisateur. Et donc depuis que je suis rentré de Californie, c'est-à-dire depuis 6 ans, je suis freelance et j'ai travaillé sur des interfaces utilisateurs pour différents clients. Le dernier client en date, c'était donc EasyMile, en haut à droite, là, c'est une société toulousaine, très sympa, n'est-ce pas, qui fabrique des navettes autonomes, donc des petits bus qui se baladent sans chauffeur. C'est sympa, la technologie est rigolote, si vous êtes intéressé, allez les voir. Et chez eux, j'ai travaillé sur le logiciel qui permet de planifier la circulation des bus, enfin le trajet des bus en question, d'accord? Donc c'est un éditeur de chemin, à peu de choses près, avec ce qui va autour, pour la navigation et pour la localisation et pour gérer les vitesses et que sais-je. Et en fait, les travaux que j'avais fait avant étaient plutôt dans le web. Et ce navigateur-là, enfin cette application-là, c'est du client lourd, c'est du C++, du Qt, ça tourne sur une machine virtuelle, sur un Windows, un Linux, on est dans cet environnement-là. Et ce qui était intéressant et ce qui a initié cette présentation, c'est que j'ai découvert, avec cet univers-là que j'avais un peu oublié depuis mes jeunes années, des classes de bugs qui n'existent plus dans l'univers du web, s'entend. Et donc, qu'est-ce qui fait que dans le web, on a résolu entre guillemets ces problèmes et que toute cette grosse classe de bugs n'existe plus
et pourrait potentiellement disparaître de la partie client lourd, on va dire. Qu'est-ce qui a changé? Et donc je me suis intéressé à ça pour voir pourquoi est-ce qu'il y avait des problèmes avec le client lourd. Puis après j'ai réfléchi à d'autres choses, mais ça sera la partie 2. Donc la première partie c'est ça. Et ça sera la conclusion, c'est une histoire d'interface, vous allez voir. On revient sur du code. J'ai choisi du code que vous connaissez tous, avec un auteur hyper connu, moi. Donc ça, c'est le code que vous connaissez tous. Il est dégueulasse, ce code. Il a plein de choses qui ne vont pas. Si je vous demande lesquelles, rapide. Enfin, si vous avez des idées. Le trou que tu passes en paramètre de ta fonction display. Le trou que j'appelle là? Ah, ça n'aurait pas été le pire que j'ai dit, mais d'accord, ouais. Tu aurais voulu une méthode qui s'appelle affiche et une méthode qui s'appelle cache? Je sais pas, peut-être toggle, mais je pense pas. Toggle. Toggle, c'est inquiétant. Toggle, ça veut dire que si j'appuie 2 fois sur mettre à la vitesse, la première fois il s'affiche, la deuxième fois il se cache. Attention à tes bugs, toi. Non. Effet de bord? Ouais, bah oui, bien sûr, oui, on parle d'état, donc il y a des effets de bord, mais il y en a. Hein. Mais on pourrait par exemple dire que cette méthode, elle devrait être à part, c'est un truc à part, mais sauf que c'est le seul endroit où on fait ce genre de code, donc pourquoi pas. Mais un autre truc qui est dégueulasse, c'est les deux lignes truth control égale vrai et vitesse égale. Ça va ensemble, ces deux trucs-là. Je peux pas être en mode régulateur de vitesse et pas régler la vitesse. D'accord? Mon API devrait m'interdire de dire, tiens, au fait, je suis en mode régulateur de vitesse. Salut. Et je roule à combien? D'accord? C'est impossible. Ces deux lignes-là, elles doivent aller ensemble. Donc en fait, je ne devrais pas pouvoir faire ces deux lignes séparément. Je devrais dire, vas-y, mets le régulateur de vitesse à 80. D'accord? Ça devrait... Et ça, c'est une API, c'est une question d'API. Bon, ça n'a rien à voir avec le web ou pas. Hein. C'est une question d'API. Mon API devrait m'interdire de faire des bêtises, en fait. D'accord? Non, et l'autre ligne, celle qui va m'intéresser aujourd'hui, c'est celle-là, au niveau de gestion de l'état. Celle-là, elle est horrible, parce que si on y pense, si on prend un point de recul, ce code-là, ce qu'il fait, c'est ça. J'ai une fonction, donc c'est un callback, d'accord? Elle fait des choses sur un état local, pourquoi pas, il faut bien que quelqu'un le fasse à un moment, donc ok, je modifie mon état. Et puis surtout, après, elle dit, et toi, là-bas, autre partie de l'application, fais quelque chose. Ça paraît anodin, et en fait, on le voit dans toutes les bases de code, et on en le voit partout. Et bien ça, c'est, à mon avis, une source de problème. Ce genre de choses-là, c'est un problème parce que ça ressemble à ça au niveau de la dépendance, d'accord? C'est A qui, connaissant quelque chose, se dit il faut que je prévienne B et C. Parce que ces gens-là, il faut quand même bien les prévenir. Je vais les prévenir, je vais leur envoyer un message, je vais leur dire fais ci, fais ça. Donc, ça veut dire que A, l'état de base, a besoin de savoir qui dépend de lui. D'accord? Ça veut dire que si je dois ajouter une nouvelle fonctionnalité, et que j'ai aussi besoin d'être prévenu quand A change, je dois aller changer dans A et lui dire, et au fait, tu me préviendras moi aussi. D'accord? Donc, au niveau écriture de code, au niveau génération, j'écris un petit bout de plugin, un petit bout de composant, j'essaie de faire du code séparé, de faire des trucs propres, etc. Et avec ça, j'ai tout cassé. Parce que mon petit bout de composant séparé, il a besoin d'aller modifier du code d'origine dans A pour dire à A de le prévenir. D'une certaine façon, c'est de la duplication d'état. Il y a de l'état dans A qui se fait dupliquer plus ou moins dans les autres à côté. Donc ça passe pas à l'échelle. Si vous faites de la sociologie, il y a un truc qui s'appelle l'analyse transactionnelle qui étudie la façon dont deux individus quelconques discutent entre eux. Et il y a 3 niveaux. Vous êtes parent, adulte ou enfant. D'accord? Et vous avez toutes les combinaisons possibles. C'est figuré, hein, c'est pas un parent avec un adulte. Qu'est-ce que c'est qu'un parent? Un parent, c'est quelqu'un d'autoritaire qui donne son avis, qui impose, etc. Un adulte, c'est quelqu'un qui est raisonné. Un enfant, c'est plutôt quelqu'un qui va subir, qui va être plutôt foufou, qui va faire des bêtises. Et donc, vous avez ces 3 niveaux, et vous pouvez le voir dans toutes les relations. Et ce qui est connu en analyse transactionnelle et qui s'applique en informatique, c'est que ce qu'on voit là, à savoir ici, là, ce qu'on voit là, c'est que A et puis ses dépendances, ils sont dans une relation parent-enfant. C'est « je sais, je te préviens, fais comme je te dis ». D'accord? Alors qu'une bonne relation saine, c'est une relation adulte-adulte. Je suis un grand garçon, je fais des choses. Tu es un grand garçon, tu vis ta vie et tu sais faire des choses. Et comment ça se traduit ça, quand on veut changer ça? Ça se traduit avec, c'est pas un miracle, hein, avec ce qui est le formalisme classique qu'on utilise dans toutes les applications dans lesquelles il y a des événements, à savoir les callbacks. C'est-à-dire que non pas A prévient B, mais B s'enregistre auprès de A pour être prévenu. Mais A n'a pas à connaître
nommément B. Il a juste une liste de personnes à prévenir. D'accord? Donc vous inversez la dépendance. C'est pas A qui connaît B, c'est B qui connaît A. C'est plus logique. B a besoin de A. A, il s'en fout de B. D'accord? Donc cette inversion-là, elle permet de passer à l'échelle. D'accord? Et elle permet d'enlever des problèmes. Le truc, c'est que déjà, la ligne de tout à l'heure, là, A prévient B, il faut l'avoir en tête. Et c'est ça qui est important, c'est que il faut essayer de l'éviter, ce problème-là. Et donc, il faut avoir tout le temps, quand vous lisez du code, quand vous voyez une relation parent-enfant, quand vous voyez quelqu'un qui se fait materner par un autre bout de code, dites-vous, ça, il y a un code smell. Il y a un truc à changer à cet endroit-là. C'est pas possible. Je peux pas dire à quelqu'un d'autre, fais ci, fais ça, comme ça. C'est à lui de se débrouiller. Il doit être autonome. Sinon, ça veut dire que quelqu'un est en charge de tout et ce quelqu'un, forcément, va faire une erreur. Cette façon d'implémenter les dépendances comme ça, elle est certes plus fiable, mais elle n'est pas idéale. Et c'est elle qui va générer des bugs. Elle est difficile à mettre à jour parce qu'évidemment, votre code il va bouger avec le temps. Et il faudra tout le temps garantir que dès que quelqu'un a besoin d'une information de quelqu'un d'autre, il s'enregistre et on soit sûr que ça soit bien mis à jour et que tout le temps la dépendance soit correcte. Vous avez également des cas de dépendance implicite où votre logiciel a l'air de marcher parce que A prévient B, B est prévenu par A et C est prévenu par B et du coup A et C ont l'air de marcher ensemble. Mais il se trouve qu'ils marchent ensemble parce qu'il y a un B au milieu qui sert de passerelle, d'accord? Et puis le jour où B disparaît, le jour où B change, le jour où B n'a pas tout à fait la même chose, le jour où B est séparé en B et B', et ben il n'y a plus ce lien entre A et C, et du coup vous avez un joli bug, parce que C n'est pas mis à jour comme il faut. Et donc il faut explicitement, à chaque fois, dire tous les liens et les maintenir au cours du temps. Et ça, c'est une source de bug importante. J'ai une citation qui dit que, en fait, si on vous donne des spécifications, créer un logiciel à partir de ces spécifications, c'est relativement facile. Je veux dire par là qu'un étudiant qui a fait 3, 4, 5 ans d'informatique, il arrive même bien, on le paye très bien, il est payé par des entreprises qui le vendent une fortune et qui se font de la marge, enfin bref, tout ça, ça marche, d'accord? Le vrai problème, c'est de garantir le fonctionnement dans le temps. Et c'est là qu'est la difficulté, parce qu'évidemment, faire une photo à un instant T quand on vous donne toutes les spécifications, c'est pas là la difficulté. Et donc la difficulté, c'est de faire en sorte que ça survive. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on a appris, nous, avec l'expérience, on n'a pas appris à faire des logiciels mieux, on a appris à faire des logiciels qui sont difficiles à casser. Et en fait, une autre façon de voir du code où vous dites « Ah, c'est pas terrible, c'est pas joli », peut-être que en fait, vous dites « C'est pas terrible, c'est pas joli, c'est pas comme ça, il y a de la duplication, il y a plein d'autres mots qu'on donne sur du code, mais une autre façon de le voir, c'est que ce code-là, il va être facile à casser. Et donc, peut-être que c'est une autre façon de lire le code, c'est de dire, est-ce qu'il va être difficile à casser dans le temps? Est-ce que quelqu'un d'autre, un nouveau qui va arriver? Est-ce que moi, dans 6 mois, quand j'aurai complètement oublié, je vais être prévenu et je vais faire en sorte que je ne vais pas le casser? Pour vous dire comment c'est compliqué de garder ce graphe de dépendance et d'être sûr que tout est bien mis à jour en parallèle et qu'il n'y a jamais de problème là-dedans, ça, c'est toujours dans ma série, je vais faire un talk, prenons des diapos, des photos, c'est mon téléphone, c'est Google Maps, c'est un peu complètement, c'est beaucoup trop blanc, mais peu importe. Ouais, vous voyez pas forcément le problème, je le grossis, le problème il est là, c'est que sur la carte, c'est mon frère qui m'a partagé sa position, d'accord, donc je vois où il arrive à Toulouse, super. Sur la carte, sa position a été mise à jour il y a 6 minutes, parce que c'est la dernière fois que son téléphone a envoyé quelque chose chez Google, mais en fait, en bas, c'est 5 minutes. Bon, là, je ne cache pas que j'ai pas réussi à avoir la bonne photo, donc je l'ai photoshopé. Mais dans la vraie vie, c'est vraiment ce qui s'est passé. Et il y avait des valeurs débiles. Il y avait 23 minutes en haut et 12 minutes en bas. Alors que la question, c'est depuis combien de temps est-ce que j'ai reçu l'information? Et la réponse, c'est 12 ou 23, mais pas les deux. Ça se tient. Je ne vais pas casser sur Google Maps, mais ça, c'est Google Maps qui me dit comment est-ce que je vais de chez moi à là-haut, là. Et l'erreur, elle est là. C'est que ça prend soit 10 minutes, soit 14 minutes. L'algorithme, je l'ai lancé, il est arrivé dans un certain état, il y a une valeur quelque part qui vaut 10, et elle est dupliquée, elle est je ne sais quoi, mais quelque part, il y a une autre valeur qui vaut 14. Et en même temps, il m'affiche ces deux valeurs de 10 et 14 qui ne sont pas en phase, parce qu'elles sont désynchronisées. J'en avais d'autres, mais je suis à fond. Ah non, j'avais celle-là aussi. Ça, c'est, comment s'appelle-t-il? Jira. C'est ça, hein, ouais. Jira, vous avez cette vue que je connais plus, c'est dans un board, vous avez une liste de bugs sur le côté, vous cliquez sur un bug, vous avez une vue détaillée à droite. Quand vous allez en bas à droite, là, changer la personne qui est assignée à un bug,
Je ne l'ai pas testé depuis 6 mois, donc si vous avez Jira, parce que je ne l'ai plus essayé, vous testez, vous changez la personne assignée, là, la photo à gauche ne se met pas à jour. Ah, oui, hein, mais il suffit de faire refresh, on change de vue, ça marche. Non, ça s'appelle un bug. D'accord? Vous avez une vue incohérente où il y a Philippe qui est assigné en bas à droite, et pourtant, si vous ne regardez pas bien spécifiquement là, vous voyez que c'est Paul. Et ben non, il y a un bug. Et ça, c'est un bug... on voit bien, c'est de la propagation d'informations qui s'est pas faite. Mais cette propagation d'informations, elle est difficile à faire. Du coup, on en arrive à la fin de cette présentation, enfin, cette première partie, qui est qu'en 2015, il y a un gars qui a découvert ça, enfin qui est revenu là-dessus, et qui a mis le terme Pure UI, qui est en fait le principe que, plutôt que de faire des mises à jour, de propager, on va faire en sorte que ce soit à jour, parce qu'on met à jour tout le temps. Et du coup, UI égale f de state. J'ai un état, j'en déduis un affichage de la UI, d'accord? Et ça, c'est ce qu'on a dans le web. Dans le web, on a UI égale f de state. Et c'est ça qui nous a résolu qu'on n'a pas tous ces problèmes. Tous les bugs que j'ai montrés jusque-là, ils ne sont pas possibles, normalement, à part si vous faites des shoot component update et que vous faites un return false, ils ne sont pas possibles parce que vous avez UI égale f de state. Et du coup, on est dans du déclaratif et non plus dans l'impératif. Déclaratif, je dis, ça c'est mon état, ben voilà comment je m'affiche. D'accord? Je prends quelque chose, j'en déduis un quelque chose d'autre. Impératif, c'est je change ça, donc pensez à faire ça, pensez à changer ça, et puis aussi mettre là, et puis venir changer le bouton, mettre ça en grisé, et du coup tous les problèmes qui vont avec si jamais il y a un endroit où la propagation ne se fait pas. Au niveau technique, il y a deux approches. Vous avez l'approche React qui est je mets à jour tout, je recalcule tous mes renders à tout le temps, sauf que mes renders ils sont pas très chers. Ça me fait un petit objet intermédiaire, je compare mes objets intermédiaires, si c'est les mêmes, alléluia, j'ai rien à faire. Et s'il y a quelque chose à faire, ben, je vais mettre à jour le DOM, mais je vais être intelligent, et puis j'ai du fiber, et puis. Ça marche, ça fait du temps réel à peu de choses près. Dans une interface moderne et sur un gros ordinateur comme on a sur nos téléphones, vous avez du FPS qui va largement suffisamment pour 90% des applications. Vue Angular, on fait une approche un peu différente dans laquelle ils sont plutôt en mode je vais extraire les dépendances pour calculer qui dépend, enfin qui peut modifier le truc, mais le fait est que c'est pas quelque chose qui va être mis à jour à la main, mais qui va être déduit automatiquement, donc ça va être toujours à jour. Le fait est que, et pour finir sur cette première partie, il existe ce formalisme-là qui n'a pas aujourd'hui d'équivalent dans le monde du desktop. Sur C++, en Qt, qui est le truc que vous pouvez utiliser pour faire des interfaces, vous n'avez pas ça, vous n'avez pas UI égale f the state. Et je pense que c'est là où il y aurait moyen de gagner d'éliminer des bugs, tout simplement, en évitant d'avoir cet état latent dans lequel vous avez des incohérences. Donc ça, c'était la première partie, et c'était en fait celle que j'avais prévu de faire au départ, avant de prendre un petit pas de recul. Avant de terminer cette partie, ça c'est le titre que je voulais donner à ma présentation, parce que j'ai refait du C++, et qui fait du C++? Désolé. Le syndrome de Stockholm, c'est quand vous avez, à la fin, vous commencez à défendre vos ravisseurs, d'accord? Dans les prises d'otages. C++, c'est vraiment un univers, enfin, ça date des années 70 et ça se voit. Et ce qui est terrible, c'est que les gens qui sont dedans se disent « mais non, mais c'est très bien ». Et ils voient pas tout ce qui a été fait à côté, et il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, je vais pas plus loin parce que... On passe à la deuxième partie. Deuxième partie, qui est le cœur, là, qui est donc ce formalisme qui s'appelle StateCharts. Pour l'illustrer, on va parler de code. Donc là, on est... non, on reste générique, hein. Ça reste web et pas web. On parle de UI. Il se trouve que le code est du web parce que c'est ce que j'avais sous la main. Votre cœur de métier, votre cœur d'application, c'est je tape du texte, je veux afficher des photos de chatons. D'accord? Donc, Flickr, Query, Fetch, Zendata, machin. Ça, c'est le cœur de métier. On a tous fait ça, on a tous ça dans une version plus ou moins différente quelque part. Vous remplacez ça par n'importe quoi, en gros une requête. On est tous d'accord que ça c'est le cœur, mais que ça marche pas. Parce que bon, évidemment, le gars, quand il se passe ça, il y a le réseau et qu'on veut afficher quelque chose en disant « Oui, j'ai bien compris, je suis en train, attends, ne tape pas de texte, ça arrive. » Donc, bah, on sait faire, ça, là du coup c'est du React. Je rajoute un état isLoading qui dit oui ou non, est-ce que je suis en train de faire une requête.
je l'initialise à vrai au début, et quand mon résultat arrive, je le remets à faux, et du coup, je casse mon magnifique progress bar, et je suis content. Oui, mais on sait tous que dans le web, ça ne marche pas comme ça, et qu'il y a des cas d'erreur, et donc, vous allez rajouter isError. Et donc, vous allez faire un catch qui dit que si jamais la promesse ne marche pas, et error devient vrai, vous affichez un joli message d'erreur, et vous êtes content. Oui, mais bon, hey, t'es gentil, mais ton error, tu l'as pas initialisé, ok, voilà. On a tous écrit ça, on l'écrit tous les jours, d'accord? Vous pouvez l'avoir caché derrière un action mapper et un truc avec un redux sync et ce que vous voulez. À la fin, il y a ça, d'accord? Et là, bon, on voit rien parce que les couleurs sont vraiment lavées, mais là, vous avez le cas qui vous montre que vous n'avez pas fait d'erreur. Parce que il y a les trois blocs d'affectation et vous avez bien les 3 triplés qui vont bien. Le dernier triplé, le dernier, c'est quoi, duplé? Dernière paire. La dernière paire de valeurs, ça aurait été quoi? Ça aurait été vrai. IsLoading, isError. D'accord? Et ça, non, mais d'accord. Du coup, vous avez 3 états en cours, résultat réussi, raté, que vous représentez par 2 booléens qui modélisent parfaitement 4 états. Et vous faites attention, vous, dans votre tête, à ne pas tomber dans le cas mauvais du état incorrect, qu'on appellera un bug, mais vous ne tombez pas dedans, puisque vous êtes informaticien. Cette approche-là, c'est ce qu'on appelle l'approche de bas en haut. D'accord? C'est-à-dire que vous partez du problème nominal et vous allez ajouter des cas limites. Le cas qui est là, on en rajoute au fur et à mesure, en fonction de la vie du projet, en fonction des demandes, etc. Ah, il faut faire ça en plus? Ok, is. Et vous allez rajouter des cas. Est-ce que je suis dans le cas is? Et donc vous avez des variables binaires qui se combinent. Évidemment, ça fait une puissance, 2 puissance n qui font des choses. Une raison pour laquelle je peux imaginer qu'on ait fait ça, c'est parce que les booléens, c'est natif, alors que les enums, qui auraient été une autre façon de représenter ça de façon plus propre, les enums, ça marche moins bien. Puis c'est quoi? Bah, c'est des chaînes de caractères. Oui, mais alors lesquelles? Enfin, c'est compliqué. Du coup, à la fin, quand il y a un événement, on-click, vous avez if je suis dans cet état-là, ou enfin, si je suis dans cet état-là et dans cet état-là, donc vous avez un gros test qui vous permet de savoir où est-ce que vous êtes et qu'est-ce qui doit arriver avec ce clic-là, selon dans l'état dans lequel vous êtes. Est-ce qu'il doit seulement faire quelque chose? Bon, tout ça c'est du code, on sait le faire, mais si vous montrez ça à quelqu'un, et puis même à vous, quand vous revenez dedans 10 jours après, c'est difficile de revenir dedans, c'est difficile de comprendre comment ça marche. Quand ça marche, vous voyez à peu près pourquoi, il vous faut un petit moment, et après quand il faut le faire évoluer, il faut vous faire attention. Et du coup, avec l'expérience, ce que vous apprenez, c'est que cet état-là, il faut faire très attention. Vous apprenez à le normaliser. Par exemple, vous n'allez pas avoir un isLogin, isLoggedIn et une variable user, peut-être. Parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, je ne peux pas ne pas être logué et avoir des données d'utilisateur et inversement. Et donc, peut-être que vous allez mettre les deux ensemble et vous allez faire user. Et vous allez dire, ah ben, si user égale nul, je ne suis pas logué. Si user n'est pas nul, alors je suis logué et j'ai mes infos d'user. Ça, c'est des petits réflexes que vous mettez en tête. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça? Parce que si vous ne faites pas ça, vous avez 2 états et vous savez que vous allez risquer de vous faire avoir à j'en ai un qui n'est pas bien mis à jour avec l'autre. D'accord? Donc, on a appris à faire ça, on a appris à y aller doucement. Quand on rajoute un booléen, on fait bien attention à tous les endroits où ça change pour bien voir est-ce que là je le change, est-ce que là je ne le change pas. Vous voyez tout ce qu'on fait? C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Et à la fin des fins, tout ça, ça reste dans notre tête. C'est-à-dire que notre capacité, notre compétence d'informaticien, c'est d'être capable de prendre du code aussi peu lisible que ce qui était dans la diapo d'avant, là, de l'avoir dans le modèle mental et d'être capable de dire, ok, tu veux que je rajoute quoi? Tu veux que je rajoute, cancel. J'ai bien mon modèle en tête. Maintenant, j'ai un bouton cancel à côté parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Les ressources réseau coûtent très cher, que sais-je. J'ai un bouton cancel. Ok, je vous rappelle qu'au début, c'était fetch. Hein, voilà. Là, maintenant, je peux faire du cancel. Et a priori, ça, c'est correct. Avec donc un 3e état qui est is cancelled, yes, no. Et donc, j'ai 8 états. Combien sur les 8 sont valides? À vous de décider. Je pense que dans l'informatique, il y a deux méchants, parce qu'il faut trouver des coupables. Il y a 2 méchants qui vont nous embêter. Le premier, j'en ai parlé, c'est le temps. Le temps, c'est au fil du temps, votre logiciel va évoluer. Au fil du temps, il va y avoir des nouvelles demandes. Donc, il va falloir revenir dans ce modèle-là, se remettre en tête et être capable de le faire évoluer. D'accord?
C'est vous, dans 6 mois, c'est quelqu'un d'autre, c'est un petit jeune qui va arriver et qui va modifier ce code-là. Donc le temps, ça va nous embêter parce que, encore une fois, si on vous demande de faire un logiciel et qu'on vous file les specs à un temps T et qu'on vous dit ça bougera plus, ce qui arrive jamais, vous y arriverez. Parce que quand c'est bien fermé, on y arrive. On voit, on met les pastilles et on bouche les trous. Ce qui est compliqué, c'est de le faire évoluer. Le deuxième problème, et il est plus nouveau, c'est le temps. Le temps au sens où, de nos jours, les interfaces, il y a du réactif, il y a de l'asynchrone, partout. Et l'asynchrone, on n'est pas du tout taillé, nous les petits humains, avec nos petits cerveaux et notre façon de modéliser les objets, on n'est pas du tout taillé pour gérer l'asynchrone. Pour gérer le fait que vous faites évoluer votre état, mais dans votre tête, votre état, il est très très synchrone. Il est comme ça, puis après il va passer par là, et après je vais faire ça. Et là, je serai bon. Le problème, c'est que ces deux trucs-là, selon l'ordre des requêtes, selon et le jour où il pleut, le jour où je ne sais quoi, le jour où GitHub est mort, le jour où les requêtes vont se faire dans l'autre sens, et il faudra être capable d'être sûr que, quel que soit l'ordre dans lequel ces trucs-là arrivent, que le temps ne vienne pas bousiller votre modèle mental. Et ça, c'est très difficile. À la fin des fins, moi, ce que j'aimerais, c'est ça. Mes 3 états de départ, j'aimerais les représenter comme ça. Et non pas par 2 booléens. Et ça, il se trouve qu'il y a des gens qui ont travaillé dessus, et ils ont fait un truc qui s'appelle les machines à état fini. Vous allez sur la page Wikipédia, une machine à état fini, c'est un truc super joli, c'est un quintuplet avec des... Moi, j'ai utilisé ça à l'école. Est-ce que quelqu'un a étudié les machines à état fini à l'école? Ah ouais. Ah, je pensais pas, je pensais qu'ils avaient arrêté. D'accord. C'est de la branlette intellectuelle. C'est en fait, c'est des mathématiciens qui vont dire, tiens, je vais faire non, je vais pas être aussi méchant. Ça permet à des mathématiciens qui font de la théorie des graphes, parce qu'à la fin c'est des graphes, de dire tiens, je fais ma recherche sert en informatique, puisque je peux tout modéliser sous forme de machine à état fini. La raison pour laquelle personne utilise ça, c'est que ça passe pas du tout à l'échelle et que les gens, c'est gentil, mais ça fait de la théorie, ça fait pas de la pratique. Ça, c'est une machine à état fini de bisounours. Donc c'est un feu rouge, on est tous d'accord, ça marche très bien. Le problème, c'est qu'un feu rouge, il peut y avoir une panne parce que la connexion avec l'autre feu rouge, le détecteur de présence de voiture dans le sol, enfin, il y a des problèmes. Et donc, j'ai besoin de rajouter, il marche pas, d'accord? Je suis orange clignotant. Et ça peut arriver n'importe quand. Et du coup, je fais du spaghetti. D'accord? Une machine à état fini, ça devient très très vite complexe avec des fils partout parce que il y a des états qui doivent connecter les uns aux autres. Et encore, j'ai pas fait la sortie de l'état erreur qui me ramène je ne sais pas où, enfin bref. Donc ça marche pas pour ça. Un deuxième exemple, c'est mes booléens là, ils sont gentils, mais ils représentent très bien une certaine classe d'état. Typiquement, est-ce que je suis avec mon texte en gras ou pas? Ça c'est un booléen, ça fait 2 états, ok, c'est très gentil. Maintenant je suis en gras et en italique. Ah bah oui, à ce moment-là il y a 4 états. Parce que je suis en gras italique, en gras pas italique, et je peux passer de... Vous voyez le spaghetti arriver, quand je rajoute le underline, d'accord, le souligné, je suis à 2 puissance 8 et à 2 puissance 3, donc 8 états, et c'est un plat de spaghetti, et c'est incompréhensible. Ça passe pas à l'échelle, ça marche pas, il y a des trucs qui sont pas représentables facilement. Arrive, c'était le titre de la présentation, il était temps, State Charts. State Charts, c'est un formalisme visuel pour les systèmes complexes. Le mec, il se la pète. Il a écrit son article à la machine à écrire, parce qu'à l'époque, il n'y avait que ça. L'article est très joli, il a des petits dessins qu'il a fabriqués lui-même à la main, c'est parti. 1987, combien parmi vous étaient nés en 1987? Ah, merci. Ça va mieux. Donc, le papier est en ligne, il est gratuit, et donc il s'est dit comment faire pour modéliser les systèmes complexes. Ça ressemble à ça, c'est visuel. Alors personnellement, je suis très visuel. Je fais de l'informatique et je fais des interfaces, donc il n'y a pas de miracle. Et du coup, ça me plaît beaucoup. Parce que j'arrive à vraiment très très vite, c'est parlant. C'est pas le cas pour tout le monde, ça sera un des problèmes. Donc c'est quoi? C'est des états, ABC, c'est des transitions, sous la forme, quand il y a un événement qui se passe, un clic souris, une requête réseau qui revient. Donc c'est des petites cases grises que j'ai mises là. Quand alpha arrive, alors si je suis dans l'état A, je passe dans l'état B. D'accord? Le petit point vert en haut, c'est simplement une façon de désigner l'état initial. Je démarre dans A. D'accord? Donc c'est très représentatif. Il y a tout un code, comme ça, avec qu'est-ce que je mets sur les flèches, qu'est-ce que je fais, le petit point qui veut dire départ. Tout ça, ça existe. Et ça, c'est une surcouche des états finis, parce que ce que ça fait, c'est que ça dit, ça, c'est imbitable. Ce que j'ai le droit de faire, c'est de dire, si le même événement, à savoir une erreur, amène plusieurs états au même, j'ai le droit de les regrouper. Enfin, j'ai le droit de regrouper même si je ne fais pas ça. Le principe, c'est que je peux regrouper des états et faire des sous-machines à état. Je peux hiérarchiser mes machines à état. Je peux mettre une machine à état dans une machine à état.
auquel cas j'ai des transitions à tous les étages. Je peux même avoir des transitions tout en haut, qui disent, s'il se passe ça, quel que soit l'état, fais ça, d'accord? Et inversement, je peux avoir des transitions tout en bas, qui écouteront les événements les plus fins. Et le principe, c'est que quand il y a un événement qui arrive, les états les plus fins essaient de voir s'ils ont quelque chose à en faire. S'ils en font rien, ils regardent les parents, et les parents, jusqu'à la racine, qui se dit, je prends pas. Et si personne n'a accepté, la transition, enfin l'événement, ne génère pas de transition et est simplement ignoré. D'accord? Du coup, ça permet de symboliser ça de façon beaucoup plus propre. Et ensuite, l'avantage, c'est que cette sous-machine à état, je lui donne un nom, et puis je dis, vas-y, débrouille-toi. Tu es autonome, tu es une adulte, tu te débrouilles. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est tu marches, je vais faire un truc de plus haut niveau, et donc je vais pouvoir empiler les choses comme ça et avoir plusieurs niveaux de lecture. Le deuxième problème qu'on avait tout à l'heure, il va se résoudre avec l'orthogonalité, qui permet de dire une machine à état peut être composée de plusieurs machines à état parallèles, qui fonctionnent en parallèle, et qui donc chacune ont leur état. Et donc là, j'ai deux machines à état qui en composent une même. Et du coup, j'ai plus de problème de combinatoire qui explose avec les binaires. Un troisième avantage, c'est la notion d'historique. Vous avez une petite machine à état à gauche, ABC, là. Vous pouvez passer à l'autre machine à état XY, très bien, sur alpha, et puis sur bêta. Vous allez revenir dans la machine de gauche, vous allez revenir sur un état spécifique que vous appelez l'histoire, à savoir le dernier état où j'étais. Et ça, il y a plein de cas d'application, d'accord? La sous-machine à état, je veux revenir dedans, mais je veux revenir là où je l'ai laissé. Et donc, vous avez une notion de mémoire. Une autre chose très sympathique, c'est que vos transitions peuvent intégrer nativement des conditions. Je vais là, s'il y a l'événement event, et que la condition à définir est vraie. Et donc, vous pouvez garder, protéger chacune de vos transitions par des conditions. On voit tout de suite que ça peut être utile dans « Ah oui, mais je me log, sauf si effectivement je n'ai pas rempli le champ password. » Ça ne sert à rien de faire une requête. Donc si password.length est supérieur à 0, alors oui, je fais mon truc. Sinon, c'est même pas la peine de faire la transition. Dernière chose qui fait un énorme avantage, c'est le fait que votre machine à état peut être une façon d'orchestrer votre application, et donc qu'en fonction de son évolution, quand elle va bouger comme ça au fur et à mesure des transitions, elle soit capable d'avoir des effets de bord et donc d'appeler des actions. Vous avez trois types d'actions. Vous avez des actions quand vous arrivez dans un état, des actions quand vous partez d'un état, typiquement onFetch, cancelFetch, afficher, cacher. Et puis vous avez des actions sur les transitions elles-mêmes. Quand je passe de là à là, notify, je ne sais quoi. D'accord? Vous pouvez faire des choses sur les actions. Et donc avec ça, vous avez quelque chose de très expressif qui vous permet a priori, de faire beaucoup de choses. Vous ne l'avez pas relevé, mais sur la diapo d'avant, ma condition là, c'est une condition sur quoi? Sur mon état, mais mon état je le connais, je suis dans A. Donc si je dis que mon password length est supérieur à 0, il y a un truc là, elle est où cette information, cet état-là? Je ne peux pas tout stocker dans une machine à état, mais j'ai deux états. Oui, il y a deux états. Et c'est assez subtil. Il y a l'état de la machine à état, d'accord? Et vous avez ce qu'on appelle le contexte, qui est les métadonnées qui sont autour. Et là, ça mérite une explication. Ce que vous allez mettre dans la machine à état, c'est tout ce qui va avoir des répercussions sur la façon dont vous gérez les événements, sur la façon dont vous affichez l'interface. C'est tout ce qui, quand ça change, je dois avoir des changements. D'accord? Typiquement, une application de to-do, vous avez trois états en bas, enfin vous avez trois boutons, affiche-moi tous les to-do, ceux qui sont encore en cours et ceux qui sont finis. Ces trois choses-là, ces trois filtres, ça va être modélisé sous la forme de trois états. D'accord? Logique. Et je vais passer d'un état à l'autre. En gros, c'est quand je clique, je passe dans cet état-là. Ok, pas très compliqué. Par contre, la liste des to-do elle-même, qui pourra conditionner le fait que j'ai le droit de les supprimer, que j'ai le droit d'en rajouter, qui pourra être utilisée comme contexte de ma machine à état, elle, ce sera ce qu'on appelle le contexte. D'accord? Donc, il faut séparer les métadonnées. Je ne sais pas, par exemple, la métadonnée, c'est la valeur du champ login et du champ password dans votre formulaire. Parce que ça, c'est les choses sur lesquelles vous allez travailler, vous allez pouvoir faire des conditions avec ça, mais c'est pas ça qui va conditionner si le bouton submit, il marche ou pas. Enfin si vous faites une condition avec, mais ce que je veux dire, c'est que vous êtes dans un certain état, vous affichez certaines choses, vos transitions disponibles sont celles-ci, à ce moment-là, qui ne dépendent pas de ces choses-là. D'accord? Donc il faut séparer ces deux choses-là. J'en parle tout de suite.
on se dit, il y a un parallèle avec Redux, parce que Redux, c'est le truc qui est arrivé, qui nous dit, l'état c'est important, on va considérer l'état comme un client de première zone, et donc on va avoir un store dédié avec, non pas des mutations, parce que c'est horrible la mutation, on va faire de l'immutabilité, et pour ça on va envoyer des actions, qui ressemblent beaucoup à mes transitions, d'accord? C'est très proche, mais dans Redux, vous vous concentrez justement sur ces actions, qui sont les transitions. Vous vous concentrez sur les transitions pour passer d'un état au suivant. Vous modifiez un état pour passer à l'état d'après. Savoir si vous aviez le droit de passer de A à B à ce moment-là, c'est pas tellement le boulot de Redux, c'est à vous de le faire. D'accord? Donc, quelque part, Redux se focalise sur les transitions. D'accord? Vous passez d'un état au suivant, au suivant, au suivant, en appliquant, en réduisant le truc. Par contre, State Chart se concentre plus sur les états finaux que sur les transitions. Et vous garantit que d'un état A, vous allez à l'état B que si la transition entre A et B était valide. Et ça a une importance avec le deuxième vilain dont je parlais tout à l'heure, à savoir le temps et le côté asynchrone. Quand les choses se passent mal et que vous n'avez plus le droit de faire ceci, ça va être le cas où deux requêtes se télescopent et ne sont pas dans le bon sens et vous vous retrouvez dans un état intermédiaire. Alors oui, F5 résoudra le problème, mais on est d'accord que ce n'est pas la solution. Du coup, il y a des similitudes, et si vous allez, je vous mettrai le lien dans les diapos, en fait, le gars qui a écrit ce dont je parle dans les diapos d'après, tout ce formalisme-là, il a fait une application MVC, qui est dans la liste de toutes les applications MVC, il l'a faite avec ce formalisme-là, et en fait, c'est assez particulier, parce qu'en fait, il y a des actions qui servent pas tellement à faire bouger l'état, mais qui servent à faire bouger le contexte. Vous avez une action, par exemple, qui s'appelle « efface-moi toutes les tâches qui ont été cochées ». C'est pas un truc qui change l'état, par contre, c'est un truc qui change le contexte. D'accord? Et bien ça, il le modélise sous forme d'un événement qui va fabriquer une action, qui ne va pas changer l'état naturellement, mais qui va faire des choses. Et cet événement, il est tout en haut. Donc il n'est pas sur un état lui-même, il est sur la machine complète. Et ça ressemble beaucoup à du Redux. Je parle un peu dans le vide là, je vous encourage à aller voir l'exemple. Au début, il est déroutant. Et en fait, une fois que je l'ai mieux compris, j'ai vu les rapports avec Redux et j'ai vu qu'en fait, c'est un peu pompeux, mais peut-être que les state charts englobent Redux. En exagérant un peu, mais il y a un peu de ça. Ou plutôt qu'elles permettent de faire des choses que Redux... Ouais, bon, c'est proche. Ce que je veux dire, c'est que c'est proche, et entre les deux, ben, je préférerais celle-là. Pour terminer, parce que ça avance quand même, la librairie dont je veux vous parler, c'est Xstate. C'est une librairie JavaScript, qui est complètement framework agnostique. Vous pouvez l'utiliser, il y a des exemples en Vue, en Angular, en React. C'est celle qui va vous permettre de gérer une machine à état. D'accord? C'est le standard de facto. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle est purement fonctionnelle, et donc elle ne gère pas d'état, allô. Et en fait, la raison, c'est que vous lui donnez un état de départ, vous lui dites, il se passe ça, elle vous dit, bah voilà l'état de sortie. Et vous en faites ce que vous voulez. Donc c'est à vous de le stocker. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup plus propre. La machine elle-même est définie comme un objet JSON, un gros objet JSON. Un exemple, c'est ça. Ça, c'est ma machine du feu rouge, d'accord? Une liste d'états, vert, orange, rouge, et sur certains événements, qui sont donc des clés qui se trouvent être des chaînes de caractères, vous allez passer dans les autres états. Et puis, sur votre machine, vous allez dire, voilà l'état actuel, j'ai ça qui arrive, et elle va vous dire quel est l'état suivant. Et en l'occurrence, quand je suis dans vert et que j'ai timer, vert timer, ça va passer en orange. Logique. D'accord? Ce que je disais dans la version d'avant, c'est qu'il y a des surcouches de ce truc-là qui vous permettent de gérer l'état, et bah, évidemment, il y a un hook qui va le faire maintenant, et d'avoir tout cet état qui est stocké, etc. Et d'avoir des tests. Est-ce que je suis dans cet état-là? Vous avez un truc React Automata, c'est un truc qui vous dit si je suis dans cet état-là ou dans cette liste d'états-là, alors affiche tel élément. Parce qu'à un moment, il va falloir convertir votre machine à état en affichage UI. Peut-être que le spinner, il s'affiche dans l'état qui est là. Peut-être que le champ login s'affiche dans tous les états, sauf l'état erreur. Exprimer ce genre de choses, ça se fait avec des sortes d'expressions régulières ou de filtres et de choses comme ça. Et c'est ce que va permettre de faire ce genre de librairie-là. Donc ça ressemble à ça. C'est livré aussi avec la version visuelle, parce que la version JSON, quand elle commence à passer en plusieurs dizaines de lignes, elle est difficile à lire. Donc vous avez en ligne une version où vous mettez votre JSON à gauche, ça sort la version visuelle à droite et vous mettez la version à gauche là-bas. C'est pas idéal, je l'ai testé. Si votre JSON n'est pas parfait, il y a un message d'erreur dans la console qui vous explique, mais c'est pas idéal en termes d'interface. Pour faire un lien avec le thème de la soirée, un avantage des state charts, c'est que vous avez
tous les états de votre application qui sont définis sous forme d'un graphe. Un graphe, mathématiquement, un bon algorithme est capable de le parcourir. Et du coup, vous êtes capable de faire un truc en React Automata, vous faites test machine, et il vous génère tous les états par lesquels il peut passer. Et il vous fait un joli screenshot de chacun des états, et vous avez ça en sortie, et vous êtes capable après de faire du diff là-dessus, de voir les images même PNG de ce truc-là, et donc vous voyez tous les états de votre application. D'accord? Avec une ligne. Il n'y a pas à l'écrire, il n'y a pas à le faire, il est capable de le faire. Vous avez donné l'information qui décrit tous vos états. Une autre chose qui peut être pratique, c'est de prouver que tous les états sont effectivement accessibles. Et donc, par exemple, il y a un exemple en ligne qui est, il a implémenté tic-tac-toe, et la question c'est, est-ce qu'il est possible en tic-tac-toe d'arriver à une égalité? Et la réponse est oui. Et la preuve, en passant par cet état, puis cet état, puis cet état, puis celui-là, hop, on arrive à une égalité, et il donne le chemin. Tant qu'on est là-dedans, et donc analyse de graphe, une autre chose utile, c'est vous êtes capable vous pouvez instrumentaliser votre graphe et regarder à quel point est-ce que les transitions sont utilisées beaucoup en pratique. Et si c'est le cas, vous leur donnez un poids, et du coup, vous voyez par où les gens travaillent dans votre application. Vous voyez quel est le chemin favori pour aller de là à là. Il passe par ça ou il passe par ça? Parce qu'il y a peut-être deux solutions. D'accord? Et vous pouvez faire ça. Etc., etc. À partir du moment où, de toute façon, vous avez modélisé ça comme ça, ça ouvre des portes. Pour terminer, avantage. Personnellement, et après vous en faites ce que vous voulez, je trouve que le visuel, c'est sympathique. L'avantage, c'est que c'est un langage universel. Il y a beaucoup de diapos où j'avais un diagramme, il n'y avait pas une ligne de texte. Et vous avez compris. D'accord? J'ai pas eu à vous expliquer le truc, j'ai pas eu à mettre du texte, j'ai pas eu à vous montrer du code, évidemment. Et ça, c'est un avantage énorme quand on veut discuter avec des non-informaticiens. Je pense typiquement à des designers. D'accord? Parce que vous êtes capable de dire, ah ouais, et puis s'il se passe ça, bah regarde, il y a ça, et puis etc. Voilà. Du coup, c'est facile à comprendre. Et le truc le plus important, c'est que on n'est pas dans un truc où la complexité augmente avec l'état. Elle est a priori plutôt linéaire, voire, ouais, on va dire au moins linéaire. Et du coup, vous n'avez pas trop peur, partant d'une machine donnée, de dire je dois gérer ce nouveau cas, ok, à quoi ça correspond? À quel moment est-ce que ce cas-là va avoir des interférences? Et quels nouveaux états ça va engendrer? Et quelles sont les nouvelles transitions? Et garder quelque chose qui marche et pouvoir l'étendre sans avoir peur, comme on a peur aujourd'hui. Moins de bugs, il y a une étude qui, donnant le même énoncé à deux équipes, l'une qui utilise, l'autre qui n'utilise pas, est arrivée à 80% de bugs en moins dans l'équipe qui utilisait StateChart. Bon, ça vaut ce que ça vaut, c'est des résultats sur une étude faite par des gens qui aiment StateChart. Les inconvénients. Les inconvénients, c'est que vous ne pouvez pas faire l'approche bottom-up qui a vachement d'intérêt, qui a l'intérêt de je commence par le nominal, je rajoute un petit cas, je vois si, et je rajoute tant qu'il y a besoin. Vous pouvez moins faire ça. Vous êtes plus obligé de planifier en avance et de vous dire bon, c'est pas tout ça, mais c'est quoi mon vrai problème? Je vais avoir ça, je vais avoir ci, je vais avoir ça, et donc vous êtes obligé de prévoir votre machine en avance et de ne pas la découvrir au fur et à mesure. C'est plus de travail en amont, c'est fastidieux. Au niveau outillage, eh ben, il faut utiliser ça, il faut utiliser une librairie, il faut l'apprendre. Il y a une ligne de code, il y a des habitudes à mettre en place, alors qu'un booléen, on sait tous comment ça marche. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Et puis, bah, l'autre problème, c'est qu'il va falloir mettre ça dans les équipes, c'est nouveau, c'est compliqué. Au niveau preuve que ça marche bien, preuve ou pas, parce que W3C, bon, enfin, bref. W3C a une version XML qui représente un StateChart, qui permet d'avoir quelque chose d'universel qui va être en particulier capable de discuter de façon agnostique dans tous les langages, parce que XML est universel. Et donc vous êtes capable de faire une machine et éventuellement de la convertir dans n'importe quoi d'autre en passant par ce truc intermédiaire. Qt, qui est quand même un bon framework d'application graphique, a également sa propre implémentation de StateChart. Il y a une page dédiée, il y a toutes les classes autour. C'est un peu plus lourd parce que c'est New State, New Transition, Add Transition, Set State, etc. Donc par rapport au JSON, dans lequel effectivement c'est un peu concis et un peu compliqué, mais au moins ça fait un seul fichier. Là, bon, bah, on est en C++, bienvenue. Un autre cas d'utilisation, c'est un cas où on n'a pas tellement le droit à l'erreur et où le reboot n'est pas une bonne idée, c'est celui-là. Donc ça a été écrit en StateChart. Ça, le code qui fonctionne là-dessus est écrit en StateChart. Et les ingénieurs qui ont utilisé ça ont dit que ça les avait obligés à beaucoup plus réfléchir aux cas off, aux cas pas nominaux en fait. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes obligé de modéliser, vous voyez tous les cas pourris. Et du coup, vous voyez bien que, et dans ce cas-là, si je suis là et qu'il y a tel événement qui arrive, qu'est-ce que je fais?
Et là, vous êtes obligé de vous dire, bon, ben, je vais où, qu'est-ce qui se passe? Alors que sinon, vous pouvez très bien l'ignorer. Là, vous êtes obligé d'avoir le nez dessus. La deuxième chose qu'ils ont dit, c'est que ça leur a permis de mieux gérer les changements de dernière minute qui n'ont pas manqué d'arriver sur ce projet-là et qui auraient pu créer des bugs si jamais. Et puis deux autres témoignages. Le premier du gars qui a créé Style Component, si vous en utilisez, qui a aussi fait un truc communautaire qui s'appelle Spectrum. Bref, pas débile le gars. Qui dit qu'il prévoit qu'en 2018, tout le monde va utiliser les state charts. C'est pas gagné. Et React Router et le gars qui vous a montré les crochets magiques ou malfaisants, ça dépend, de React Hooks à la conférence React-Conf il y a 2 semaines. Donc Ryan Florence qui dit qu'il est trop content parce qu'il utilise ça et que c'est trop la balle. Donc des gens pas idiots qui trouvent ça bien, ça peut vous encourager à le faire. Ma conclusion, alors déjà, oui, tout premier biais, c'est que moi je ne l'ai pas utilisé. Je voulais le faire. Le projet sur lequel je voulais le faire, parce qu'il partait vraiment en exponentiel, il y avait des is je l'ai arrêté, je ne travaille plus dessus, donc je n'ai pas pu le mettre en place. Et après, je n'ai pas trouvé de side project suffisamment intéressant sur lequel l'implémenter. Plus j'ai été malade et donc je n'ai pas eu le temps de le faire cette semaine. Donc je ne peux pas vous donner d'expérience vécue. Je vous dis que ça a l'air bien sur le papier, vous en prenez ce que vous voulez. La raison pour laquelle je pense que c'est bien fondamentalement, c'est que la façon dont l'industrie évolue aujourd'hui, c'est qu'on va de plus en plus de toute façon vers une unification entre, on veut que ça aille vite, on veut que ça itère. On veut que les designers et les développeurs et les testeurs aillent plus ensemble. On veut qu'une demande métier se répercute sous forme de différents écrans qui se trouvent dans l'application quelques jours plus tard, au moins en test. D'accord? On veut que ça aille plus vite. Et donc, faciliter cette communication-là, faire en sorte qu'on ait un langage commun, faire en sorte que, typiquement les designers, ils vous filent des écrans, ils vous filent le cas nominal, ils vous filent 1 ou 2 cas d'erreur. Si vous leur filez un state chart dans les dents, et que vous leur dites, mais quand je suis là, tous les cas que nous on voit dans la vraie vie quand on code, ouais mais il n'a pas prévu le designer le cas où ça c'est vrai et ça où c'est pas vrai, etc. Là il les aura et vous aurez un même langage tous les deux pour dire, ah oui effectivement, quand on est dans ce cas-là, alors on va décider que, ok ça on le cache et ça on le met à gauche, et, bref, vous avez un langage commun. Et puis il y a des outils qui commencent à arriver sur le marché, il y a des frameworks X et puis il y a plein d'autres outils dans le même genre qui sont dans les cartons, qui font qu'aujourd'hui il va y avoir beaucoup plus de simplicité pour un designer, peut-être même d'écrire du code, ou en tout cas de générer du code pour faire fabriquer ses composants, parce qu'à la fin des fins, écrire du CSS, ils y arrivent presque aussi bien que nous. Et du coup, s'il a cet outil-là dans lequel il dit quand je fais ça, quand je fais ci, bref, on peut imaginer que d'ici quelques années, il y a le tooling qui permette à plus de monde de s'approprier ça, de rajouter des états, de faire vivre une application, et ça va être un besoin qui, une fois qu'il aura été montré à des managers, pourra pas être évincé, parce que être capable de plus facilement évoluer comme ça, c'est quelque chose qui, a priori, tout le monde va vouloir. Du coup, si vous avez des projets un peu compliqués, si vous avez un état qui part un peu en sucette et dans lequel personne ne veut venir faire de modifications parce qu'on a trop peur que ça casse, c'est peut-être un bon candidat pour essayer ce formalisme-là. Voilà. Merci.